85, c'est l'assaut de l'Aquilée-Loro qui se termine fort mal puisqu'il y a au moins un otage d'abattu. Ça marque les esprits et la question, comment on fait tout de suite pour monter sur un navire de gros tonnage pour faire du contre-terrorisme, que ce soit des pirates, des terroristes et qui vous voulez, c'est pareil, il faut aller sur le bateau. Aujourd'hui, je suis au sein du commando Hubert et nous allons parler de contre-terrorisme maritime. Denis, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Bonjour à tous, je m'appelle Denis, j'ai été un ancien nageur de combat de la marine. Je suis resté très longtemps à Hubert ou à l'école de plongée. Et maintenant, dans le privé, j'exerce le métier d'expertise maritime. À quel moment on a décidé de mettre en place ce qu'on appelle aujourd'hui le contre-terrorisme maritime ? Alors, il y a une date très précise là-dessus, qui remonte à fin 1985. Ça, c'est le contre-terrorisme maritime du commando Hubert. D'autres peuvent vous dire qu'ils existaient avant, ce qui est, à mon avis, faux, mais pour nous, c'est clair. Le groupe de contre-terrorisme maritime qui s'appelait autrement avant rentrait de mission à cette époque, donc c'est très formel, écrit sur nos tablettes. Et dès qu'on est rentré, je vous expliquerai pourquoi, le contre-terrorisme maritime est né. Et donc c'était quand ? Enfin, ou en tout cas c'est quand, mais c'était... Alors, on reste toujours sur l'année fin 85, au commando Hubert. 85, c'est l'assaut de l'Aquilée-Loro qui se termine fort mal puisqu'il y a au moins un otage d'abattu. Paquebot comme on voit de nos jours, monté à bord de Palestiniens qui prennent en otage les passagers des bateaux et qui abattent un passager américain. Rien de bien nouveau dans ce monde, sauf que ça s'est passé devant tout le monde et c'était en 85. 85 aussi, pour l'État français, dans les eaux françaises, voit l'affaire du Rainbow Warrior exploser sur les écrans. Toujours est-il que ça marque les esprits et la question, comment on fait tout de suite pour monter sur un navire de gros tonnage pour faire du contre-terrorisme, que ce soit des pirates, des terroristes et qui vous voulez, c'est pareil, il faut aller sur le bateau. Et donc à ce moment-là ? À ce moment-là, mes collègues et moi rentrons de mission, donc on arrive à... Je dois être un des derniers à rentrer à la mi-novembre presque. D'autres étaient là depuis une quinzaine de jours. Tout simplement, nos chefs de l'époque, le commandant, nous disent clairement qu'on s'appellera le groupe CTM, le groupe et non pas l'escouade, très différent à l'époque. Ça a changé parce que ça devait changer. Quelle est la différence ? Dans la littérature, une escouade, c'est quand même comme une section, c'est bien formaté avec un certain nombre de personnes. Alors qu'à Hubert, une escouade, c'est le monde qui a. La mission était de pouvoir intervenir sur des bateaux de gros tonnage, civils et militaires, bateaux civils, pas trop l'habitude, en route libre, au mouillage, non seulement d'intervenir, mais après débuter des procédures pour aller chercher les gens qui nous veulent du mal. Chose, encore une fois, parce que c'est très important, que Hubert ne savait pas trop faire. Mais il fallait bien s'y mettre un jour, donc on a essayé de s'y adapter. Alors sur les navires en route libre, on n'avait que nos bateaux pour intervenir à l'époque, on n'avait pas d'étraco. Un étraco, ça va à peu près à 50 nœuds ou un écume maintenant. Est-ce que pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez très rapidement expliquer ce que c'est ?
Alors, un étraco, c'est tout simplement un bateau qui s'appelle étraco. C'est un semi-rigide très très grand, avec 2 fois 200 chevaux hors bord à l'époque. Il a dû évoluer maintenant pour s'appeler d'un autre nom, d'être encore plus puissante, ne plus fonctionner avec de l'essence, je pense. Les bateaux de la marine ne nous aimaient pas parce qu'on avait toujours des milliers de litres d'essence avec nous. Mais par contre, le bateau étant très rapide, il avait une portée, une projection très très grande. Et on pouvait, avec un étraco, vous pouvez suivre facilement un ferry. Tandis qu'avant, quand on a commencé, c'était des EFR de l'époque, avec 2 fois, pour Uber seulement, 2 fois 40 chevaux derrière, ça fonctionnait bien, mais forcément moins vite. Et petite question, pour précision, hier, j'ai été emmené en exercice avec un 2 fois 300 chevaux diesel. Et en fait, c'est pour ça, cette spécificité du diesel, c'est pour pouvoir être ravitaillé plus facilement et ne pas vous trimballer avec l'essence. Qu'est-ce que vous avez voulu dire en fait par le... Non, l'essence est mal vue de nos jours et les navires de la Marine nationale, quand on embarque sur un navire de la Marine nationale, et c'est toujours pareil à l'heure actuelle, moi qui suis marine marchande maintenant, c'est pareil, je vois d'un mauvais œil embarquer de l'essence. C'est très dangereux l'essence sur un navire, donc il fallait passer au gasoil. Maintenant, est-ce que c'est un problème pour ravitailler? Non. Qu'on mette à l'eau du gasoil ou de l'essence, c'est pareil pour nous. Donc c'est une histoire de sécurité. Absolument. Vous avez été à l'origine de la mise en place justement de ces procédures pour embarquer à bord, etc. Moi, personnellement, non. Je ne peux pas dire ça vis-à-vis de mes camarades. Donc, ce que je peux dire, c'est que ce groupe de contre-terrorisme du commando Hubert, oui, était à l'origine. Alors, il y a des choses que l'on savait faire avant, nous et nos camarades bretons. Faire un assaut avec un hélicoptère sous des rappels, des cordes lisses, voir la grappe et tout, on savait faire. On ne va pas l'apprendre et d'autres le faisaient aussi bien que nous. Par contre, faire un assaut mer avec les premiers étrapcos qu'on appelait des EFR améliorés, qui n'avaient pas vraiment de nom, non. Il n'y a que nous qui allons le faire. Et puis après, la version sous-marine pour les bateaux qui sont stoppés, bien sûr que personne d'autre avait fait ça. Est-ce qu'une période, un des moments les plus délicats, c'est la montée à bord du bateau? Joker. Revenons d'abord sur mes camarades pour que ils savent que je suis là aujourd'hui et je ne veux surtout pas leur enlever la partie de mérite. Alors, au passage, je vais souligner leur nom de code. Le chef de groupe, très brillant chef de groupe, il s'appelait Fanch. Très, très brillant chef de groupe. Associé à un opérateur, comme moi, qui s'appelait Yves, qui s'appelle toujours Yves, Jacques, Jean-Marie, Jean-Yves et moi-même. Nous étions 6. Très vite, il a fallu apprendre ces procédures pour intervenir. Et les gens, et c'est mon avis également, qui savaient très bien le faire à l'époque, c'était le GIGN en France. Et le GIGN qui avait eu quelques déboires en plongée en essayant de plonger à l'oxygène et de faire comme nous. Donc, il y a eu une association, tout de suite, dès le mois de novembre, pardon, ce qui fait que novembre et décembre 85, on le passe ensemble au Cagnet. Et là, on rencontre des gens sympas, j'ai une grande estime et je suis resté camarade avec cette communauté. L'oxygers, ils possédaient leurs oxygers. Il faut savoir les utiliser, pas s'en servir. Tout le monde peut s'en servir. Maintenant, il faut essayer de ne pas avoir mal à la tête quelques instants après. Donc tout ça, ils l'ont fait avec nous. On est monté sur les bateaux. Est-ce que je peux vous arrêter une seconde? Oui. Et que vous vulgarisiez ce que vous venez de dire?
L'oxygène, vous n'allez pas très profond, mais vous ne pouvez pas y rester très longtemps et ça rend vite idiot. Parce que vous êtes resté trop longtemps ou tout simplement parce que vous êtes né pour ne pas supporter de l'oxygène. Quelle est la différence avec... donc là, ce que vous appelez l'oxygène, c'est l'oxygène pur. Oui. Et quand on fait de la plongée récréative, on respire quelque chose de différent. Mais quand vous faites de la plongée récréative banale, vous plongez avec de l'air, de l'azote et de l'oxygène, alors que nous, c'est de l'oxygène pur, puisque ça nous permet de le recycler. Je respire de l'oxygène, je refoule du gaz carbonique, je recycle mon gaz carbonique, donc normalement, j'ai de l'oxygène pur dans mes poumons. C'est bien ce qui fait mal à la tête, c'est le mot normalement au milieu. Et donc il y a ce partenariat, on peut dire, comme ça avec eux. Pour moi, à mon époque et après ce que j'ai vu de l'extérieur, oui. J'ai retrouvé le GIGN bien des années plus tard sur des affaires d'opérations spéciales avec le COS. J'ai retrouvé des copains au GIGN. Est-ce que... Et là, pour le coup, je ne trahis pas de secret parce que je l'ai déjà entendu dans un podcast. Vous intervenez avec du matériel un peu spécifique sur ces bateaux? Oui, mais remettez-vous en 1985, on rentre d'une opération tout à fait normale. Et sinon le contexte qui était anormal. On se retrouve avec un GIGN qui avait ses combinaisons ignifugées et tous les casques et les gilets pare-balles, leurs flingues. Et nous, non, on avait des FAMAS, on était en tenue vert armée et nos pistolets, c'était des pistolets semi-automatiques de l'armée française. Ça n'a pas duré longtemps non plus. Aujourd'hui, vous l'avez dit, ça a énormément évolué sur les moyens, sur les techniques, avec l'expérience. Comment est-ce qu'elle se fait, cette transmission, quasiment depuis 1985 à aujourd'hui? Comment ce flambeau est passé? Comment est-ce qu'on fait améliorer les techniques, etc.? Alors, je pense que la première chose, c'est le volume des personnels employés dans ce groupe qui va, en même temps que l'avenue du COS, passer escouade à part entière. C'est qu'on réunit tout le monde et on fait un groupe CTSM, CTLO, ce que vous voulez. Les gens de la marine sont appelés à changer d'affectation, moins maintenant, et c'est une chance pour eux aussi, mais à le faire un petit peu, ce qui fait que ça redonne des jeunes, des moins jeunes qui partent, qui vont expliquer ailleurs, au commando d'assaut, comment il faut faire, comment on intervient, comment on fait du remplissage sur les navires, et tout ça dans le même esprit. Parce que une fois que vous êtes nageur de combat, ma foi, vous n'êtes qu'un nageur de combat, c'est pas non plus, on n'est pas des extraterrestres, c'est assez banal. Donc il va vous falloir plus. Alors, ok, avant il y avait les gens qui allaient sur les engins, le PSM, c'était des demi-dieux. Et puis brusquement, nous, on a le CTM. Attends, on est vachement mieux que vous, mais non, on fait du CTM. Autrement, on n'était qu'un nageur de combat. Il faut toujours chercher un peu mieux. Pour s'améliorer, il faut s'entraîner. Je l'ai découvert par exemple hier. Les entraînements n'arrêtent jamais ici. Il n'y a quasiment pas de temps mort en fait, à part pour se reposer un tout petit peu. Comment est-ce qu'on s'entraîne aujourd'hui pour ces opérations-là? On monte à bord de ferries qui vont en Corse? Joker. Est-ce qu'on peut revenir plus sur le commando Hubert en général? Pourquoi ce nom, commando Hubert? Hubert, c'est un nom qui a été donné par la Marine nationale, le nom d'un enseigne de vaisseau qui est décédé et mort pour la France durant le débarquement en Normandie. Quel lien vous gardez aujourd'hui, vous, avec les jeunes qui sont en activité ici? Alors moi, personnellement, je le garde parce que je connais encore les plus anciens
C'est la première chose. Parce que tous les gens qui le désirent peuvent aller tous les ans à la cérémonie de fin de cours. Et surtout parce que l'amicale des nageurs de combat existe. J'en ai été le vice-président national pendant une bonne vingtaine d'années avec monsieur Pierre Pian, aujourd'hui décédé. C'est le seul système qui nous permet de garder ce lien avec les jeunes. Est-ce que quand vous les retrouvez, ces jeunes, à ces occasions-là, il y a des échanges, des partages d'expériences? Oui, absolument. Mais chose bizarre, il faudrait éviter que ça soit à l'inverse. C'est presque les jeunes qui sont friands de connaître ce que nos anciens ont fait en Indochine, alors que les très anciens aimeraient plutôt savoir qu'est-ce que vous avez fait hier, vous, au Moyen-Orient. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Hier soir, ma journée a commencé à 7h du matin, elle s'est finie à 2h, et hier soir de nuit, on est allé avec une personne qui est reconnue comme étant un excellent tireur d'élite, mais qui est également capable de plonger dans un sous-marin, d'aller approcher un bateau. On a l'impression que vous savez tout faire, ou qu'ils savent tout faire, mais je pense que c'était votre cas à l'époque, et que vous avez une sorte de génie, ou que vous êtes surdoué. Comment est-ce que vous vous voyez en fait? Quand on regarde ça de l'extérieur, on se dit comment c'est possible qu'ils excellent dans autant de disciplines? Alors, il y a deux façons de vous répondre. La première, c'est bien sûr, vous avez raison. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je suis resté très longtemps instructeur et maître de cours à l'école de plongée. Tous les gens que vous voyez passer, c'est difficile, certes, faut pas le nier, c'est difficile, mais c'est pas surhumain. Il y a autant de personnes à Hubert qu'il y en avait avant. Les cours sont pas plus difficiles avec l'Oxygers d'aujourd'hui qu'il était avant. Tous les gens que j'ai rencontrés, c'était des gens sympas, qui aimaient apprendre, qui aimaient ce qu'ils allaient faire. Ça s'arrête là. À quoi ressemblent les entraînements en fait? Comment est-ce qu'on arrive à ce niveau d'excellence? Est-ce que c'est très compliqué? Est-ce que c'est la répétition de tâches qu'on fait avec énormément de précision? Alors, très, très compliqué, ça me le semble pas. Sauf en parlant avec les jeunes générations, c'est vrai qu'il y a des techniques électroniques notamment qui peuvent commencer à me paraître compliquées. Je reconnais. Quelles sont les qualités que vous donneriez à une personne qui peut rentrer au commando Hubert? Je pense qu'il y a un facteur fondamental au-delà de la technique, c'est l'état d'esprit. Bien sûr que c'est l'état d'esprit de camaraderie et l'humilité. Et l'humilité envers tous nos camarades de toutes les armées, envers les jeunes qui nous connaissent, qui nous regardent, qui lisent ce qu'il y a Internet sur nous. Venez, c'est celui qui essaye pas, il a forcément tort. Comment est-ce qu'on préserve cet esprit de camaraderie? Je pense qu'il se faisait et qu'il se fait toujours pour l'avoir vécu au sein des groupes eux-mêmes. C'est quand même particulier, Hubert, par rapport à un autre régiment plus classique, notamment de l'armée de terre. C'est pas très rigide comme on pourrait... C'est plutôt quelque chose de cool, mais qui, en fin de compte, s'adapte à cette rigidité militaire, mais c'est naturel. C'est naturel. Si je suis pas rasé demain, c'est pas grave. Personne ne va me gronder, mais à mon époque non plus. Est-ce que vous pouvez caractériser ce quelque chose de cool, justement pour pas faire passer... Parce que pour le coup, de ce que j'ai vu, en tout cas, on n'est pas en camp de vacances. C'est ça que je veux dire. Absolument. Vous commencez à travailler de bonne heure le matin, vous travaillez tard la nuit, et suivant les horaires, vous récupérez pas, vous recommencez le lendemain matin, et peut-être que si ça n'a pas marché la veille, vous allez refaire la même chose le lendemain matin. Je vous parlais du Cagnet. Oui, c'est agréable de plonger au Cagnet, c'est vachement mieux qu'en Bretagne.
Ça, c'est pour les Bretons. Et l'hiver, il fait froid. Et c'est moins agréable, et on fait quand même la même chose, et on fera la même chose en mer du Nord, et on fera la même chose à Djibouti, et tout ça, on le répète tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il fallait monter sur les bateaux, on est monté sur les bateaux, il fallait plonger dessous, on plongeait dessous, il fait nuit, c'est sale, les coques, elles sont profondes sur les gros bateaux, l'oxygène, c'est limite pour aller dessous. On y allait, un hélico en l'air, c'est pas naturel. Vous êtes sur une corde, c'est pas naturel. Mais je suis resté plongeur professionnel un certain nombre de temps. Je suis passé par la plongée très très profonde dans les tourelles. À refaire, c'est totalement inconscient. Donc moi, directeur en surface, je fais super attention aux plongeurs. Est-ce que vous pourriez nous partager un mot pour des jeunes aujourd'hui qui hésitent à s'engager dans la marine? Absolument, je leur dirais venez sans crainte, que cela ne vous effraie pas. On vient presque tous des fusiliers marins, je dis presque parce qu'il y a quand même d'autres spécialités qui peuvent venir chez nous. Le parcours n'est pas simple, mais c'est simple nulle part. Encore une fois, celui qui essaye pas, il aura forcément tort. Venez, c'est une belle expérience humaine. Il y a un logo qu'on m'a montré avec un crocodile, un parapluie et un bâton de dynamite. Qu'est-ce que c'est que ce logo, que vous avez d'ailleurs sur votre chemise, et qu'est-ce qu'il représente? Alors... vieille histoire. Ouais. Donc le crocodile, vieille histoire, qui date de la fin de la guerre d'Indochine, les Américains qui sont encore au Vietnam, dont toutes les unités portent ce type d'insigne de Walt Disney. Tous sans exception. Donc, Hubert avait tout simplement deux groupes, comme je vous parlais tout à l'heure, le A et le B. Donc, le A avait une insigne et le B une autre. Là, je porte l'insigne du B avec le crocodile. Jusque-là, tout est simple. Maintenant, si vous regardez la tape de bouche, c'est-à-dire ce qu'on met sur le devant des gros canons de la marine, mais qui reste emblématique pour l'ensemble des marins. En posséder une, refondue, revendue, c'est parfait. Et c'est celle des incursionaires italiens, c'est-à-dire nos prédécesseurs comme nageurs de combat. Et vous verrez que le crocodile, c'est le même que ce crocodile, mais c'est exactement le même que Peter Pan de Disney. Qui a copié sur l'autre, l'histoire ne le dira pas. Et pourquoi le parapluie et pourquoi le bâton de dynamite? Le parapluie, pour nous, représente les parachutes. Il ne faut pas oublier que quand Hubert a été formé après tous les autres commandos, Hubert s'appelait le commando parachutiste. De nos jours, quoi de plus normal? Tout le monde est parachutiste. Sauf qu'à cette époque, personne n'était parachutiste. Seul le commando Hubert. Donc, je pense, mais j'en suis pas sûr, que le parachute, c'est ça, et le bâton de dynamite, c'est pour qu'on amène de la dynamite sous les coques des bateaux, comme les incursionaires. Alors, Denis, j'ai révisé, et je vais compléter ce que vous avez dit, et vous allez peut-être me dire Joker, mais c'est pas grave, c'est moi qui l'aurais dit. On m'a dit que ce parapluie, si on en enlevait la toile, on m'a expliqué qu'il y avait des sortes d'hameçons qui étaient mis justement au bout de clochettes pour que si un nageur de combat se fasse prendre dans l'hameçon, l'alerte soit donnée et qu'on utilisait ces baleines pour pousser ces hameçons en arrivant. Peut-être. Peut-être. Je confirme que les hameçons, ils existent par contre. Est-ce qu'il y a un mot, un sujet dont on n'a pas parlé, quelque chose que vous tenez à dire Je dirais simplement qu'au CTM, j'ai vécu une expérience extraordinaire avec des gens extraordinaires, avec des missions
extraordinaires et qui deviendront encore plus extraordinaires par la suite. J'ai beaucoup de recul vis-à-vis des jeunes. Ne demandez pas ce que j'ai fait moi. Je suis admiratif sur ce que vous faites. Je ne l'ai pas fait. On n'aurait pas été capable de le faire, mais oui, mais le matériel n'explique pas tout. Alors continuez, ça me fait rêver, avec beaucoup d'humilité. Merci Denis pour ce moment ensemble. Merci à vous. Cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran, il s'agit de mon documentaire en immersion dans le secret du commando Hubert.